Bonjour à tous, bonjour Nicolas. Bonjour Pierre, bonjour tout le monde. Alors on vous propose une petite vidéo pour vous présenter un peu toutes nos actus du moment, une petite vidéo automnale qui sera un peu placée sous le signe de l'imaginaire avec une première vidéo. Oui, voilà, tout à fait, parce qu'on sort tout juste du mois de l'imaginaire, donc qui est une grande opération des éditeurs de l'imaginaire et des libraires spécialisés en octobre. Et à cette occasion, on est allé à la BNF pour rester dans le thème de l'imaginaire, pour aller voir l'expo Tolkien. Qui a lieu à la BNF jusqu'au 16 février. Alors c'est déjà un gros carton, mais on a eu l'exclusivité d'une petite visite par Vincent Ferré. Ouais, voilà, qui est le commissaire de l'exposition et donc qui nous a fait une visite guidée de l'exposition qu'on vous propose de découvrir en vidéo dans un petit reportage. Vous verrez qu'il y a pas mal de pièces, c'est sur 1000 m² l'exposition. C'est la plus grande en fait qui a été faite sur Tolkien. Pour les fans, c'est assez exceptionnel. Ça s'adresse aussi aux gens qui ne sont pas forcément fans. On peut découvrir des choses même en étant néophyte. Voilà, parce que c'est assez didactique, il y a autant des documents personnels de Tolkien, de la collection, que aussi des choses qui viennent du fond de la BNF, des collections de la BNF et d'autres musées qui ont prêté des pièces assez intéressantes. Petite précision, donc là il s'agit d'un extrait d'un reportage un peu plus grand, un peu plus étendu, que vous pouvez retrouver aussi sur la chaîne YouTube de Babelio. Là on vous en présente un extrait avec quelques aspects donc, de cette exposition Tolkien. Tolkien voyage en terre du milieu. Le titre de l'exposition dit qu'on souhaite présenter à tous les publics le monde inventé par Tolkien. Que les visiteurs connaissent ou non déjà Le Seigneur des Anneaux et Le Hobbit, les deux œuvres principales de Tolkien dont on voit ici les jaquettes dès la première salle, ou qu'ils aient simplement entendu son nom ou qu'ils sachent qu'il existe. L'exposition est structurée en deux parties pour donner tous les éléments aux visiteurs pour pouvoir se repérer dans cet univers. Il mime les stations successives d'un voyage, le monde des hobbits, les elfes, les nains, les forêts, les montagnes, jusqu'au moment où on va passer dans la deuxième partie pour découvrir les coulisses de l'œuvre. L'homme à Oxford, l'homme au travail, le bureau de Tolkien, les illustrations qu'il a faites pour ses enfants. L'exposition à la BNF, 1000 m², représente à peu près 4 fois ce qui a été présenté à Oxford. Il s'agit d'amener un public français, francophone, continental, vers un imaginaire un peu différent. Donc les trésors qui viennent des réserves de la BNF et des collections de musées qui ont prêté des documents, des armes, des calendriers, des cartes, des tableaux, c'était un effort de médiation vers une culture qui est un peu différente de la nôtre, un imaginaire qui n'est pas français et vers lequel il faut guider les visiteurs pour faciliter l'entrée dans la terre du milieu. L'idée de Tolkien est d'utiliser le merveilleux pour parler de notre terre, de notre monde, des enjeux fondamentaux, notre rapport à la nature, la terre que nous allons laisser à nos enfants après notre mort, mais par le prisme du merveilleux. C'est un choix délibéré de Tolkien qui pense que le conte de fées, c'est un genre littéraire qui peut aussi intéresser les adultes. Lorsque vous verrez l'exposition, vous serez peut-être frappé par la présence des arbres, de la nature sous diverses formes et dans au moins 2 salles, les elfes et les forêts. Il faut savoir que l'arbre, c'est un organisme vivant qui fascine Tolkien tout au long de sa vie. D'une part, donc il a aimé représenter des arbres de manière réaliste ou plus surréelle. C'est aussi un symbole pour lui de l'évolution des langues. Et on le sait, Tolkien, philologue, a inventé des langues à son tour pour adapter le parler en fonction des peuples, de l'histoire de son monde. Vraiment, histoire, géographie, langue, tout se tient. Et enfin, les langues, c'est aussi une manière de représenter toutes les ramifications des histoires, des récits, des racines communes, et puis des fleurs totalement inattendues qui vont naître tout au long de sa vie. Donc l'arbre est absolument central. Mais bien sûr pour nous, en 2019, l'œuvre de Tolkien a une résonance particulière dans les enjeux écologiques qu'elle soulève depuis les années 50. L'intérêt était aussi de montrer comment l'œuvre de Tolkien est une œuvre qu'il a créée tout au long de sa vie. Il a échappé presque par miracle à la Première Guerre mondiale. Dans les tranchées, il a contracté une fièvre et il a été rapatrié. Sur son lit d'hôpital, il a dicté à sa femme ce qui est devenu les Contes perdus. La naissance du Silmarillion, si l'on veut. Au bout de 20 ans, Le Hobbit a été publié vraiment par hasard, par accident, et ça a vraiment modifié les projets de Tolkien, qui par la suite a été amené à écrire Le Seigneur des Anneaux, publié en 1954 seulement.
L'œuvre de Tolkien, c'est vraiment une œuvre monde, mais aussi une œuvre vie, si on veut. C'est quelqu'un qui a écrit toute sa vie dans l'espoir d'être lu par ses amis, par ses enfants ou par un public un peu plus large. La grande caractéristique de Tolkien, c'est que comme Umberto Eco, il a une connaissance intime du Moyen-Âge. On en trouve des traces dans son œuvre. Tandis que les successeurs de Tolkien, après le succès des années 60 aux États-Unis, imitent l'œuvre de Tolkien mais n'ont pas ce rapport direct à la tradition et à l'érudition. Tolkien met au service de son œuvre, dans un esprit de partage avec les lecteurs, des connaissances qu'il est pratiquement le seul à avoir à son époque. Il est d'une érudition stupéfiante, mais il ne garde pas l'érudition pour lui. Tolkien n'est pas Saruman, Tolkien est Gandalf. Pour rester sur l'imaginaire, donc à l'occasion toujours du mois de l'imaginaire, on va vous présenter un petit peu les contenus qui sont liés à l'imaginaire qu'on a fait au mois d'octobre sur Babelio, même jusqu'en novembre. Donc Pierre, on allait voir des libraires, c'est ça ? Oui, tout à fait, on allait voir 3 libraires différents. Un premier libraire qui est spécialisé en littérature de l'imaginaire et qui nous a présenté un peu les 5 livres en tout cas, qui viennent de sortir il n'y a pas trop longtemps et qui sont à lire. Si vous êtes fan, pour découvrir le genre ou si vous êtes vraiment fan, c'est un peu les actus à ne pas manquer en imaginaire, 5 sorties de livres. Il y a un peu de tout, l'idée c'était de brasser large, il y a de la SF, il y a de la fantasy, voilà, l'idée c'est de montrer un peu l'actualité de l'imaginaire dans le monde de l'édition. Donc on est allé voir un libraire spécialisé, on est aussi allé voir un libraire BD qui nous a présenté 5 sorties liées à l'imaginaire. Donc il y a aussi un peu de tout, vous allez voir, je ne vais pas vous spoiler la liste là, mais vous pouvez la voir, donc il y a le libraire qui nous recommande 5 sorties de bande dessinée, il y a aussi un manga, vraiment c'est assez riche. Et enfin, une libraire jeunesse nous a conseillé 5 sorties également, donc plutôt à destination des enfants et des jeunes, ou même des adultes si vous avez encore gardé votre âme d'enfant. Donc voilà, donc ça à découvrir sur le blog. Donc en tout, ça fait quand même 15 super livres à découvrir. Voilà, des livres récemment parus. Et conseillés par des libraires. Ouais, complètement. Et donc on a aussi eu, toujours sur le blog, on a une interview d'un éditeur de l'imaginaire, des éditions critiques. Alors c'est un peu particulier parce que c'est une maison d'édition qui est basée à Rennes, qui est aussi libraire. Et donc on a interviewé Éric Marcelin, qui est son fondateur, pour leurs 10 ans, à l'occasion des 10 ans de la maison d'édition. Ils ont notamment publié récemment Rodolphe Cassot, Nécropolitain, qu'on a aussi interviewé. Vous pouvez retrouver l'interview sur Babelio. Voilà, donc c'est une maison d'édition assez active qui comptabilise 100 livres sans parution en 10 ans, donc ça fait un bon rythme déjà pour une petite maison. Et ça, c'est donc une interview à retrouver sur le blog. Et enfin, pour le mois de l'imaginaire, on a aussi proposé des listes sous forme de vidéos pour faire découvrir un peu le genre aussi à des gens qui ne connaîtraient pas forcément tous les aspects de l'imaginaire, de la science-fiction, du fantastique, de la fantasy. Donc l'idée c'était de montrer un peu des grands classiques qui pourraient plaire à tout le monde, même si vous êtes un peu réticent à aborder le genre. Donc vous pouvez trouver plusieurs types de listes sur la chaîne YouTube de Babelio. Donc voilà, donc si vous voulez un peu découvrir le genre à travers des grands classiques. Comme vous le savez certainement, on fait aussi pas mal d'interviews sur Babelio, donc assez régulièrement. Là, on est à peu près sur un rythme d'une interview par semaine. Donc vous pouvez retrouver des auteurs assez différents. Il y a de la bande dessinée, de l'imaginaire, un peu des choses très variées. Et donc c'est Nathan et Charlotte qui vont vous présenter les récentes interviews qui ont été publiées sur Babelio. Aujourd'hui, je vais vous présenter des interviews qu'on a faites pour la rentrée littéraire, à commencer par celle de Sophia Awin qui vient de publier aux éditions de La Martinière un roman qui s'appelle Rhapsodie des oubliés. C'est un roman qui raconte l'histoire d'Abad, un garçon de 13 ans qui vit dans le quartier de la Goutte d'Or Barbès à Paris. C'est un roman d'apprentissage sur l'adolescence, mais c'est aussi un roman dans lequel l'auteur brasse nombre de problématiques sociales, donc les violences faites aux femmes, la prostitution, la précarité sociale et culturelle. Mais c'est avant tout un livre, comme le dit l'auteur dans l'interview, qui raconte cette minute où on bascule de l'enfance à la jeunesse. Dans une énergie aussi intime que sociale, on a aussi le roman Querelle de Kevin Lambert qui est publié aux éditions Le Nouvel Attila. C'est pas son premier roman, mais c'est le premier qui est publié en France. Et dans ce roman, on suit l'histoire d'un homme qui s'appelle Querelle, cette fois-ci, qui est un Montréalais qui débarque dans une petite ville au Québec et qui vient travailler dans une série qui répond à des codes de virilité et de masculinité. Mais on va vite découvrir que c'est quelqu'un d'homosexuel et ça va créer le trouble dans la communauté.
Mais son histoire va aussi être liée à un gros mouvement social qui va se déclencher dans cette Syrie et donc dans cette petite ville. Et c'est donc un roman militant, énergique, dans l'action et vivant. Mais c'est aussi un roman dont Kevin Lambert, dans cette interview de Babelio, parle en étant très analytique et très littéraire. Donc on vous invite à aller lire cette interview. Et pour revenir à la société française, on a le roman Une partie de badminton d'Olivier Adam aux éditions Flammarion. Donc la société française, c'est un décor que Olivier Adam aime beaucoup explorer. Et cette fois-ci, il le fait en revenant à son personnage de Paul. Donc ici, Paul Lerner. C'est un personnage récurrent dans ses livres, une sorte de double fictionnel que l'auteur s'amuse à faire vieillir avec lui et dans lequel il s'amuse à projeter ses angoisses et ses interrogations. Et il joue ainsi beaucoup entre la réalité et la fiction, bien entendu. Ici, il va parler d'édition, du couple, de la famille, des espaces urbains ou pas. Beaucoup de thèmes qu'il a l'habitude d'aborder dans ses livres et qu'il fait une fois de plus dans ce nouveau roman. Vous pouvez retrouver sur Babelio une interview de Nadine Ribaud pour Les Ardents, publiée chez Le Mot et le Reste. Donc dans ce roman, l'auteur nous fait voyager au XIe siècle, donc au Moyen-Âge, pour nous raconter une légende médiévale. Donc ça raconte l'histoire d'une femme qui dirige un royaume et qui mène la vie très dure à sa nouvelle belle-fille qui est étrangère. Et alors que pendant ce temps-là, l'ergotisme commence à se développer dans la région et que la guerre arrive. Donc dans cette interview, Nadine Ribaud nous parle des parallèles qu'on peut faire avec le contexte politique actuel, mais aussi de figures féminines et de ce que ça a été pour elle d'écrire un conte pour adultes. Dans Au pays des rêves noirs, publié aux éditions des Équateurs, Félix Macheret nous fait quant à lui voyager au Mexique, puisque c'est un voyage qu'il a effectué en 2017. Il est parti il y a 2 ans donc sur les traces d'Antonin Artaud, après avoir lu son essai Les Tarahumaras, donc sur un peuple mexicain. Donc il y est parti en 2017 pour essayer de retrouver un peu ce qu'Antonin Artaud avait trouvé là-bas, mais aussi pour y aller dans une quête un peu individuelle. Mais il a observé pas mal de différences entre ces 2 voyages donc, qui sont déroulés à un siècle d'intervalle à peu près, puisque en 2017 le Mexique est en fait gangréné par les cartels et par le trafic de drogue et que la modernité a envahi toutes ces tribus autochtones. Et vous pouvez aussi retrouver une interview d'Adam Bielecki pour son ouvrage Le gel ne me fermera pas les yeux, publié aux éditions Paulsen. Donc Adam Bielecki, c'est un alpiniste polonais qui a notamment participé au sauvetage assez exceptionnel d'Elisabeth Revol en 2018 sur un sommet dans l'Himalaya. Et donc dans l'interview et dans son ouvrage, il parle de son rapport à la mort, des erreurs à ne surtout pas commettre quand on part en expédition, mais aussi de l'évolution que la pratique de l'alpinisme peut prendre selon lui dans les prochaines décennies. Donc voilà, c'est un peu l'actu du moment. On va vous retrouver sur Babelio déjà, sur le site, peut-être pour les bibliothèques, et de toute façon pour de nouvelles aventures en vidéo. Voilà, la prochaine vidéo d'actualité qui sera dans quelques semaines, que vous pourrez découvrir aussi. À bientôt. À bientôt.